Donc maintenant, officiellement, notre premier invité est M. Raphaël Arsenault, président de l'organisme Mobilité Partagée Rimouski. Je vais lire un petit peu parce que je n'ai pas appris la bio par cœur. Raphaël est cycliste piéton engagé depuis près d'une décennie dans une série de projets en lien avec la résilience et la transition écologique. Il a été cofondateur d'une assemblée citoyenne de quartier à Rimouski, membre d'un comité noyau des incroyables comestibles de Rimouski, coordonnateur de jardins communautaires dans le quartier Saint-Robert et aujourd'hui membre de l'organisme Mobilité Partagée Rimouski. Il s'intéresse particulièrement à la reprise du pouvoir décisionnel au niveau local, ainsi qu'au concept de sobriété et d'efficacité dans nos fondements sociaux et culturels, alimentation, mobilité, économie, art. Musicien classique de formation, il donne actuellement son temps en priorité à la lutte au changement climatique et à l'échelle locale et régionale. Raphaël. On a le pointeur ici avec des petites flèches pour faire défiler. Ça marche comme ça. Je ne sais pas trop, il est tout neuf. OK, parfait. Merci, bonjour tout le monde. Donc là, en fait, je vais vous faire un petit retour historique de c'est quoi Mobilité Partagée Rimouski, vous présenter l'organisme, vous présenter un peu les constats aussi qui ont fait qu'on a décidé de mettre de l'avant ce projet-là. Premièrement, Mobilité Partagée Rimouski, c'est un organisme à but non lucratif qui a comme objectif de mettre des gens qui possèdent des voitures en lien avec des gens qui en ont besoin, puis que ces gens-là, en fait, procèdent à un échange avec un transfert d'argent. En fait, là, il y a vraiment le système, l'idée que c'est une location, en fait, de la voiture d'un particulier, dans le but de combler les besoins ponctuels de certaines personnes qui n'en auraient pas besoin, et aussi de rentabiliser le temps qu'une voiture existe à ne rien faire pour les personnes qui possèdent ces voitures-là. Donc, c'est ça. Au niveau de l'historique, dans le fond, depuis 2021, moi et deux autres personnes, il y a Étienne Lessard qui est encore membre du conseil d'administration, puis Marie Simoneau aussi à l'époque, qui est une fille impliquée aussi à Rimouski. On avait déjà commencé à réfléchir à l'idée de mettre en commun les voitures à Rimouski parce que le parc automobile ici il est immense. On ressent que les gens ont besoin d'avoir une voiture, parfois deux. Donc, on voulait trouver des solutions pour mettre ça en commun. Tout ça nous a amené à contacter Solon, qui est un organisme montréalais qui sont fondateurs du projet Locomotion, qu'on trouvait super inspirant parce que pour nous, à la base, là, déjà, l'idée d'être un organisme à but non lucratif, c'était important. De l'aspect communautaire, moi, de mon parcours, comme vous avez vu, là, je suis beaucoup intéressé par tout ce qui est la reprise du pouvoir, les assemblées citoyennes, au niveau local. Donc, je trouvais que c'était un peu une façon très similaire de développer un projet de partage de voitures. Donc, on a commencé à communiquer avec Solon déjà là, en 2021. Philippe Cousineau s'est joint à nous aussi dans l'équipe. Puis là, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir un peu un air d'aller un peu plus grand. On a rencontré Desjardins, qui est l'assureur officiel du projet Locomotion, pour voir si c'était possible, au niveau des assurances, de développer un projet similaire à Rimouski. Puis d'entrée de jeu, eux autres, ils ont dit, pour que ça se puisse, il faut que vous ayez une plateforme informatique qui est similaire à celle qui est utilisée par Locomotion à Montréal. Nous, on était à ce moment-là encore en réflexion. Est-ce qu'on veut faire quelque chose d'un peu plus informel, juste mettre des gens en relation puis qu'ils se prêtent leur voiture, ou est-ce qu'on veut avoir un système qui est établi, qui a une visibilité et tout? Puis on n'était pas un organisme non plus à ce moment-là, on était juste quelques bénévoles. Puis cette rencontre-là avec Desjardins a un peu solidifié la direction qu'on voulait prendre. On voulait que ça soit quelque chose que les gens se sentent en sécurité quand ils prêtent leur voiture. Donc, l'idée d'avoir une assurance qui englobe tous les membres, c'est devenu important dans nos décisions à ce moment-là. À l'automne de la même année, Locomotion a organisé une conférence en visio à cette époque-là. Ça, c'était en 2022, en passant. Donc, l'année passée. Dans le but d'annoncer qu'ils ont l'intention d'ouvrir Locomotion au reste du Québec, parce que Locomotion, pour l'instant, c'est limité à Montréal. Il y a une petite branche qui existe à Sherbrooke.
Mais en dehors de ces deux zones-là, ça n'existe pas au Québec, même si on peut aller s'inscrire sur leur site. On n'a pas accès, on ne peut pas faire la location de voitures encore en dehors de la région montréalaise et le projet pilote de Sherbrooke. Donc, ils ont fait une espèce d'invitation à travers le Québec. Plusieurs organismes étaient là, dont nous, pour dire qu'ils étaient formellement intéressés à s'en aller ailleurs, à s'ouvrir vers le reste du Québec. Donc, depuis ce moment-là, nous, en fait, on n'était pas encore un organisme à ce moment-là, puis il y avait un organisme à Rimouski qui avait une visée qu'on trouvait qui était similaire, qui s'appelle l'Outillerie. C'est une coopérative, en fait, de location d'outils. Fait que nous, déjà, on était en lien avec l'Outillerie dans le but de peut-être se faire parrainer par eux ou que notre projet passe à travers eux. Puis finalement, on s'est bien rendu compte qu'eux autres, il y avait une mission qu'ils devaient réaliser qui était plus importante à ce moment-là, qui se consacre à leur mission de base. Puis que nous, ça nous a un peu forcé le jeu de créer l'organisme Mobilité Partagée, ce qui était une bonne chose en rétrospective. Donc, depuis décembre passé, on est officiellement formé. On a eu notre fondation officielle avec un nouveau CA à partir de mai. Fait que là, on vient de reprendre, là, si on veut, là, depuis le début de l'automne, on vient de reprendre le flambeau avec un nouveau CA qui est vraiment, vraiment motivant. Puis on est encore en pourparlers avec Locomotion dans le but de ramener l'application ici. Puis de pouvoir offrir, si possible, on espère, un service de location au printemps de l'année prochaine. Il faut dire qu'à travers tout ce temps-là, on a quand même tenté d'explorer diverses avenues. Là. Locomotion était toujours un peu centrale parce que c'était un modèle qu'on trouvait pertinent, mais on a quand même essayé d'explorer d'autres options. Par exemple, est-ce que Communauto pourrait venir s'installer à Rimouski? Est-ce qu'on peut faire des partenariats avec eux? Est-ce que Turo serait une option? Turo, qui est un système de location de voitures similaire sur une plateforme en ligne, mais qui est plus apparenté au Airbnb de ce monde, là, donc avec autant pour le bon que pour le mauvais. Donc, peut être une plateforme, mettons, qui cherche juste à faire la promotion de la location de voitures de luxe, par exemple. Tandis que nous, c'est vraiment quelque chose, on voulait vraiment plus développer un système qui allait rapprocher la communauté. Donc, on voyait que ça n'allait pas nécessairement dans la même direction. Puis il y a aussi le fait que pour Communauto, par exemple, si on n'a pas décidé de prime abord d'aller dans cette direction-là, c'est parce qu'on trouvait qu'on avait déjà un parc automobile qui était excédentaire ici. On voulait rentabiliser les automobiles qu'on avait déjà au lieu d'amener une nouvelle flotte à partager. Malgré que le fait d'avoir une flotte propriétaire, ça peut simplifier des choses parfois, mais on voulait quand même tenter l'expérience de mettre les gens en contact entre eux puis développer l'autopartage comme ça. Fait que là, dès le départ, là, on a fait une présentation, dans le fond, dans le cadre de la semaine de l'environnement rimouskoise au printemps 2022. Puis, dès le départ, là, les constats qui ressortaient étaient quand même assez intéressants. Là. On sortait de la pandémie, puis là, la voiture reste stationnée 95% du temps. Ça ressort souvent, cette statistique-là. En temps de pandémie, c'était du 99%. Donc, les voitures, on les achète, on les parque, puis ils ne bougent plus. Puis, quand on les utilise, ben, c'est une moyenne de 1,2 passagers lorsqu'ils sont utilisés. CAA Québec dit que, ben ça date d'il y a 2 ans, là, ce chiffre-là, coûte en moyenne 11 000 $ par année. En moyenne, là, on parle de toute voiture confondue, puis on prend en considération le fait que, bon, elles s'usent, les voitures et tout. Mais ce chiffre-là va aller en augmentant, là, surtout que le prix des voitures en ce moment est en train d'augmenter, puis avec la rareté et tout. 90% des déplacements, ça c'est à Rimouski, sont d'une durée de moins de 30 minutes. Puis la statistique à Rimouski, c'est que c'est 88% des déplacements qui se font en automobile. C'est très semblable à la moyenne québécoise. La différence, c'est qu'à Rimouski, c'est 0,8% des déplacements qui se font en transport en commun selon les statistiques, tandis que la moyenne québécoise, c'est du 9%. Donc ici, le transport en commun est sous-utilisé. Donc on a une grosse flotte de voitures qui est principalement utilisée pour des déplacements courts. Puis là, se mélange à ça les statistiques, là, au niveau social, là, ça crée des problématiques aussi. Là, 50 à 80% de l'espace public est occupé par la voiture. C'est du 15 à 20% de l'espace urbain complet qui est utilisé pour la voiture en ce moment. Donc nous, il y avait un souci déjà, là, dès le départ, de libérer de l'espace urbain.
dans notre projet. Puis ça vient de Communauto de ces statistiques-là, c'est qu'un dixième des voitures serait nécessaire à assouvir tous les besoins en mobilité si on les mettait en commun. Cette statistique-là est super intéressante dans l'optique où les voitures vont devenir automatiques aussi. Là. Je ne sais pas c'est quoi le vrai terme, là, mais de plus en plus, les voitures autonomes, en fait, vont prendre de la place. Puis ça change cette mentalité-là de la voiture comme objet de possession et plus comme un genre de service qui est offert par la communauté. Donc, on se rend compte à ce moment-là qu'il y a beaucoup de voitures par pied carré dans la ville. Donc ça, c'était les exemples qui ont fait qu'on a décidé de fonder l'organisme, qui ont trouvé que l'idée de partager sa voiture était ultra pertinente. Maintenant, là, avec Locomotion et tout, je vous montre un peu les chiffres qu'eux ont sortis dans les dernières années. Ça va ouvrir la voie à comprendre pourquoi on voudrait faire ça. Là, on se souvient du chiffre magique de 11 000 $ par année quand on possède une voiture. Ça, c'est en moyenne. Là, si on regarde les chiffres ici, j'ai donné des petits exemples. Là. Mais tu sais, on parle d'emprunter une voiture, ça peut coûter pour 1 heure et 8 km, ça peut coûter 15 $. Ça, c'est le minimum que Locomotion charge. Là. Mais si on utilise leur tarification, là, ça serait de l'ordre de 7 $ là, pour une utilisation d'1 heure. Ce qui, pour la plupart des gens, est un besoin. C'est ça les besoins. C'est utiliser une voiture 1 ou 2 fois par semaine de façon ponctuelle dans le but d'aller chercher l'épicerie, dans le but d'aller chercher un objet, etc. Donc, on se rend compte que pour les personnes qui n'ont pas de voiture, c'est extrêmement économique que d'utiliser un système comme celui-là. Donc, il y a tout un aspect de lutte à la pauvreté aussi qui vient s'insérer là-dedans, qu'on trouve intéressant. Puis là, il y a le fait aussi que pour les propriétaires de voitures dont la voiture est stationnée, on se rappelle 95% du temps, ben là, il y a la rentabilisation, en fait, de l'investissement. C'est un investissement qui s'en va en augmentant de plus en plus. Le prix des voitures augmente beaucoup. Donc, c'est une façon aussi pour les gens qui ont acheté une voiture parce qu'ils avaient un besoin. Puis il y a beaucoup de gens à Rimouski, là, dans les gens qu'on a sondés, c'est des gens qui ont acheté une deuxième voiture, mais qui en avaient en vérité besoin d'1.3, genre, tu sais. Ils voulaient rester à juste une voiture, mais à cause des besoins familiaux, à cause de la manière que le système de mobilité est fait, ils ne pouvaient pas se passer de la deuxième. Donc, pour eux, c'est une super belle solution, ça, que d'avoir une voiture qu'ils utilisent régulièrement, puis que la deuxième voiture, on peut s'en passer, on la met en commun, on trouve des gens avec qui on peut partager. Voilà. Puis, ça, c'est le tarif Locomotion, puis ils ont une contribution de plus là, de 4 à 7 $ exclusivement pour les assurances. Puis ça, c'est la tarification d'un organisme qui est subventionné, dans le fond, pour mettre ce projet-là de l'avant. Ça ne veut pas dire que c'est des chiffres que nous, on utiliserait, mais ça donne quand même une idée de ce à quoi ça peut ressembler. C'est très avantageux pour les gens qui n'ont pas de voiture, et c'est quand même avantageux pour les gens qui en possèdent déjà, au niveau économique seulement. Ça nous amène, dans le fond, au défi principal, puis c'est un peu ce qu'Alexandra disait tantôt aussi. Là. Le défi principal, c'est un défi culturel. Donc, on l'a vu, nous, quand on a commencé à publiciser notre projet ici, Radio-Canada nous a interviewés il n'y a pas si longtemps. On a vu la réponse là, de la population rimouskoise, c'est hey, « je ne prêterai jamais mon char ». Il y a vraiment comme quelque chose de viscéral dans l'idée de posséder sa voiture. Puis ça, c'est culturel, ça a été construit, cette culture-là, de la voiture comme extension de sa personnalité, comme extension de sa zone, tu sais. Puis on reconnaît que ça existe, mais on pense que on serait beaucoup plus gagnant en tant que société que d'aller ailleurs. C'est pourquoi l'aspect communautaire du projet, qui pour nous est super important. Puis Locomotion nous ont répété aussi à plusieurs reprises à quel point c'était central là, dans le succès d'un projet comme le nôtre. C'est de créer des communautés, vraiment créer du voisinage, créer du tissu social serré, puis que ces gens-là, en apprenant à se connaître, vont apprendre aussi à partager, en fait, leur voiture d'abord, mais peut-être qu'à terme, il y aura du vélo partage, peut-être qu'on pourra s'associer avec l'Outillerie et tout, pour créer une espèce de quelque chose de global de la culture du partage à Rimouski. Mais clairement, la mobilité en tant que service, ça, c'est un concept qui s'en vient. Donc, nous, on est un peu précurseurs là, de cette affaire-là, à ce niveau-là. Puis là, il y a la phrase qui revient souvent quand on parle de mobilité partagée, c'est quand on veut du lait, on n'achète pas une vache. Quand on veut se déplacer, il faut penser en termes de mobilité aujourd'hui.
on n'achète pas nécessairement une voiture, on va acheter la mobilité elle-même. Donc, il faut qu'il y ait des endroits où est-ce qu'on peut acheter cette mobilité. Les défis secondaires, c'est des défis d'infrastructure. Dans le fond, il faut bâtir l'application, il faut s'assurer que ça a une place en cohésion avec le reste de l'environnement de la mobilité aussi au Bas-Saint-Laurent et à Rimouski. Puis il y a l'aspect tout de la sécurité, s'assurer aussi que les gens qui prêtent leur voiture sont satisfaits, qu'il y a des systèmes en place qui vont encadrer les gens pour que ça se fasse bien, puis qu'au niveau des assurances, que ça fonctionne aussi avec les assureurs, là, ce qui se passe. C'est pas mal ça. Finalement, les retombées espérées. Diminution importante du parc automobile, ça c'est notre souhait, là, que ça ait vraiment un impact. Ça va avoir un impact au niveau de l'espace stationnement, au niveau du trafic. Des économies significatives pour les utilisateurs, comme j'ai parlé tantôt, surtout pour les personnes qui ne sont pas nécessairement réseautées, qui ont des besoins financiers ou qui sont dans des situations financières particulières, vont pouvoir utiliser ce système-là s'ils sont bien accompagnés puis créer du réseautage en plus à travers ça. Diminution de la pollution atmosphérique, oui, mais aussi sonore. Moins il y a de voitures, moins il y a de bruit. C'est particulièrement un problème à Rimouski. Pas juste à Rimouski, mais ici particulièrement. Il y a aussi la diminution du stress, là, tout ce qui est l'aspect santé aussi, santé psychologique, santé physique. Moins il y a de voitures, moins il y a d'accidents, moins il y a de conflits avec les piétons, avec les cyclistes. Donc ça encourage les autres mobilités aussi. Ça a un effet, un genre de cercle vertueux. Puis ça provoque aussi des meilleures habitudes de vie. Quand la voiture est moins accessible d'emblée tout le temps, tout d'un coup, on se met à réfléchir, bon, c'est quand je vais en avoir de besoin. Puis ça crée une espèce aussi de cercle vertueux au niveau de « mais j'en avais pas tant besoin finalement ». Où on va condenser les moments où est-ce qu'on a besoin d'une voiture pour ces moments où on va l'emprunter ou la louer. Puis ça laisse ensuite plus d'espace pour d'autres types d'activités que juste conduire, en fait, puis se rendre du point A au point B, chercher un stationnement. Voilà. C'était ça ma présentation rapide. Je ne sais pas si j'ai tout couvert, mais je suis vraiment à l'écoute si vous avez des questions. Voilà. C'est ça, on doit avoir 10 minutes à peu près de questions. Je ne sais pas si vous en avez. Oui, j'en vois. On va y aller plus vite. La première question concernant l'espace public occupé par les voitures pour X%, c'est-à-dire qu'il y a des infrastructures territoriales sont dévouées seulement à la voiture? Bien, l'espace public, là, si on prend les statistiques que j'ai montrées, là, c'est si on prend l'espace public dans une ville, l'espace qui est alloué pour les besoins du public, ce pourcentage-là, c'est ce qui est dédié à la voiture là-dedans. Donc, si on réduit, mettons, le parc automobile de moitié, ce qui serait un objectif peut-être réaliste là, dans le cas d'une ville comme Rimouski, on libère 50% aussi de l'espace public qui est dédié à ça en ce moment. Donc, qui peut être réaffecté avec ça. Absolument, oui. Des parcs, la marche, des pistes cyclables, puis ça peut être autre chose que de la mobilité aussi. Oui? Comment ça fonctionne à Montréal? C'est-à-dire que vous avez parlé du projet de Montréal. Comment ils en sont où? C'est un constat intéressant, c'est qu'à Montréal, dans le fond, Solon, c'est une espèce d'amplificateur d'innovation. Eux autres, ils ont pondu l'idée locomotion, puis ils ont mis ça en branle, sans trop savoir où c'est que ça s'en allait, parce que c'était ça leur mandat. Puis, ils se sont rendus compte que pour Montréal, c'est plus le partage de vélos qui est pertinent là-bas, parce qu'il y a tellement d'offres en transport, différents, en commun. Il y a Communauto qui est implanté, il y a Uber, il y a le transport commun, il y a déjà les pistes cyclables, les Bixi et tout. Au final, le partage de voitures, c'était pas ultra pertinent là-bas. Mais ils en ont quand même fait. Puis ils ont développé l'application. Mais aujourd'hui, ils utilisent cette application-là plus pour le vélo partage puis les remorques aussi à partager, des remorques vélo. Ceci étant dit, on s'est rendu compte en discutant avec d'autres localités que nous, on est dans un endroit au niveau urbain, là, si on veut, où est-ce que c'est ultra pertinent que ce soit le partage de voitures en priorité. Parce que notre système de transport en commun est en développement ici, il n'est pas encore ça accouche, si on veut, parce qu'on a un bassin de population qui est petit, on a une culture de la voiture solo qui est bien implantée, etc., etc. Juste une sous-question. Oui. Après, oui. Est-ce que vous êtes au courant de projets similaires, soit au Québec, au Canada ou ailleurs, et le type
Les seules données que moi j'ai là, en ce moment, c'est beaucoup ce qui se fait en France. Puis au niveau démographique, c'est sûr que la France, c'est différent, mais il y a beaucoup de systèmes différents qui sont en train d'arriver là-bas. Un système qu'on trouvait drôlement intéressant, ça s'appelle Get Around Connect, où est-ce que les gens, comme nous, en fait, leur voiture est inscrite dans un système, puis quand tu es membre, tu as comme une clé qui permet de débarrer la voiture, allumer la voiture, puis là, tout de suite le compteur avec un GPS et tout. Donc, c'est très technologique, là. C'est sûr que nous, à l'échelle où on est, on ne peut pas commencer par ça, mais peut-être qu'un jour, ça sera ça. Ouais. Oui? Vous avez mentionné le désir de renforcer la communauté, puis je me demandais, au niveau de l'acceptabilité sociale, est-ce que l'initiative va au-delà des assurances? Je veux mon auto soit assuré, je veux voir au-delà de ce qui va être sécuritaire. Est-ce que vous avez un peu sondé, soit rajouter des échanges? Bien, on n'a pas encore fait de collecte de données par rapport à ça. On mise sur le fait que l'argument économique serait de poids, là. Parce que ça peut vraiment faire la différence. Là, si je faisais un calcul rapide ce matin, si tu as un véhicule lourd et que tu prêtes ta voiture 3 fois semaine pour 2 heures à chaque fois, ben, c'est une rentrée de 3 000 $ et plus par année. Donc, c'est comme un chèque de 3 000 $. Là, donc, nous, on mise un peu là-dessus. À cette heure, pour tout ce qui est de la culture de la voiture solo, on pense que la société va faire beaucoup le travail aussi. Il n'y a pas juste, c'est pas juste notre job. Là. Déjà que Radio-Canada reprenne le truc, que ça se parle de plus en plus. On entend des gens dire à la radio « Je suis plus libre depuis que j'ai pas de voiture ». Ça, c'est du jamais vu. Là. Fait qu'il y a quand même un renversement qui est en train de s'opérer à ce niveau-là. Nous, on est à l'étape de faire un projet pilote de fonctionnement de l'application. C'est ça qu'on veut faire au printemps prochain, d'ici le printemps prochain. Donc, on commence déjà à rassembler des gens. On a fait un barbecue de la mobilité il y a 2 semaines. Où est-ce qu'on fait juste rassembler des gens qui ont envie de vivre la mobilité différemment, puis les mettre en commun déjà, leur dire, OK, ben commencez à faire des échanges. Là, s'ils sont informels, ça vous appartient, puis déjà, vous avez un lien de confiance qui va s'installer, puis quand l'application sera là, ben ça sera des ambassadeurs. Voilà. Est-ce que concernant la barrière technologique, est-ce que vous avez pensé à d'autres manières pour inclure les autres usagers ou c'est simplement par l'application? Ta question, c'est est-ce qu'on a d'autres applications en tête ou est-ce que c'est... D'autres manières d'inclure le covoiturage à part l'application, parce qu'il y a des fois des limites au niveau technologique, c'est pas tout le monde qui a accès souvent à un téléphone avec Internet ou qui a la connaissance pour. Est-ce que vous avez pensé à d'autres alternatives? Non, pas pour l'instant parce que, en fait, oui, dans le sens qu'on fait des rencontres de mise en commun, de voisinage, si on veut. Donc déjà, les gens, même s'ils n'ont pas d'accès informatique, ils pourraient entrer en contact avec des gens qui seraient prêts à faire un prêt de voiture, même s'il n'y a pas d'échange d'argent. Ça serait une chose. Mais pour nous, la décision de faire une espèce de produit clé en main là, qui est très simple d'approche, c'est un peu ça aussi d'être inclusif, c'est que ça ne soit pas compliqué de l'approcher. Ça impliquait d'avoir une application dans le but d'avoir des assurances qui couvrent tous les utilisateurs aussitôt que le prêt se fait. Fait qu'on a misé là-dessus pour l'instant, mais c'est sûr que ce projet-là peut partir dans plein de directions à partir du moment où on aura fait notre projet pilote. Ouais. Oui? As-tu déjà une idée, est-ce que Desjardins a pu te pistonner un peu ou t'informer sur ça va être quoi les exigences au niveau de l'assurance? Parce que c'est sûr qu'il va y en avoir. Moi, je peux dire que nous, on a fait une expérience à Pierre-Louis pour un partage avec des véhicules de la ville. Mm-hmm. Puis il y avait quand même un encadrement serré à faire, ce qui ne sera pas nécessairement évident. Ben nous, la seule chose que je sais, c'est qu'il y a certaines compagnies personnelles d'assurance qui ne sont pas compatibles avec ce projet-là. Mais ça, nous, on est dans l'approche en ce moment avec Locomotion, puis Locomotion, ils ont déjà un deal. Donc, quand le membre devient membre, là, je pense que c'est plus Locomotion qui va à gérer toute cette paperasse-là d'assurance que le membre lui-même. C'est un peu notre souhait à long terme qu'on soit plus les gestionnaires de cette affaire-là puis que ça soit très clé en main pour l'utilisateur. Mais la seule contrainte que je vois jusqu'à maintenant, c'est que Desjardins nous a parlé, c'est ça, c'est que certaines compagnies privées d'assurance ne vont pas être compatibles avec ce système-là. Mais c'est à voir, c'est pas des compagnies qui sont nécessairement des grandes compagnies, c'est très spécifique.
c'est pas tout le monde de la population qui serait, mettons, menacé de ne pas pouvoir prendre le système. C'est très, très spécifique de ce qu'on a vu. Un complément d'information sur la question de comment ça va regarder étranger sur l'assurance. Les exemples qui sont à la même échelle territoriale, régionale que nous. Il y en a par exemple dans l'Ouest canadien, qui sont des compagnies qui sont plus souvent propriétaires de flotte, mais qui sont parfois des coopératives. Ce qu'on constate, c'est que c'est quand même un travail qui est similaire à celui d'un projet parti par la communauté, bottom-up, vraiment. C'est pas des compagnies à très grande échelle, mais d'une certaine façon, là, ça reste le comparable au sens où la loi de l'assurance automobile au Québec, elle est spécifique au Québec. Puis c'est un peu ça le point. Fait pour compléter ce que Raphaël vient de dire, c'est que quand tu as une voiture qui est assurée chez tel assureur, puis tu t'embarques sur locomotion, à partir du moment où tu embarques dans un prêt, l'assurance locomotion devient par-dessus. Prioritaire se superpose à l'assurance traditionnelle. Ouais. C'est là où ton assureur peut dire non, moi, j'accepte pas qu'il y ait une superposition d'assurance. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a une seule façon légale de se conformer au volet assurance, en fait. C'est vrai que c'est extrêmement complexe. C'est probablement pour ça que on n'est pas encore de très formel après quand même quelques mois de démarche, là, puis même de constitution, c'est vraiment la difficulté. Mais ce que je comprends, c'est que l'objectif, c'est justement que la plateforme, qui on l'a dit, fonctionne plus ou moins bien à Montréal. Je ne sais pas si le monde le sait, mais à Montréal, comme Auto qui est un service privé, il y a 13% des ménages qui sont abonnés comme Auto. C'est quand même, il y a déjà un service quand même très connu, très efficace, très endroit où si on n'a peut-être pas eu le temps de. En tout cas, c'est des compléments d'information que je voulais donner. Philippe travaille avec moi depuis 1 an là, sur le dossier, donc il y a peut-être des détails qui est au courant, que j'aurais oublié. Oui? Est-ce que justement une organisation, je travaille avec la Rimouski, est-ce que la Rimouski pourrait être un prêteur de véhicules? À ce moment-là, on parle vraiment de particulier à particulier. Mais ça dépend c'est quoi les moutures qu'on veut prendre. Là. Je sais qu'il y a déjà des systèmes genre Sauvé, des trucs comme ça qui existent. À terme, je crois, moi ça c'est mon opinion personnelle, que tous ces systèmes-là vont devoir être sous l'égide une seule vitrine. Sinon, on va complètement se perdre. Okay? Mais je pense que c'est un peu ça aussi l'idée que le CRE a avec la régie du transport au Bas-Saint-Laurent, de créer une espèce de point central. Maintenant, est-ce que la ville serait membre de Locomotion? Ça serait cool. C'est sûr. C'est juste de s'assurer que ça répond vraiment aux besoins de tout le monde. Y avait-il d'autres questions? Je pense que ce que vous soulevez sur la vitrine unique, le travail que le CRD fait en ce moment avec les clés inversées, je pense que là, c'est clair qu'il y a une avenue là, à creuser un peu long terme, évidemment, sur l'ensemble des mobilités disponibles, que ce soit covoiturage, que ce soit sauvé, que ce soit ce que vous en faites. Il y a une effervescence aussi, vraiment importante. Là, on était approchés pour être ici aujourd'hui, mais on entend beaucoup de gens dire « Ah, restez proches, on veut faire des ponts avec vous ». Je pense qu'on est vraiment dans un super beau momentum pour ce genre de projet-là en ce moment. Puis oui, on veut faire des partenariats, puis c'est sûr que on veut que la STR soit dans nos calculs de la manière qu'on implante ça, puis comment que la STR peut bénéficier de ça et vice-versa. C'est toutes des choses qui vont se placer là, au fur et à mesure qu'on avance. Mais nous, en ce moment, notre priorité, ça reste quand même d'offrir un service à la population ciblée, c'est-à-dire des gens qui sentent qu'ils ont trop de voitures, puis des gens qui en auraient besoin de façon ponctuelle, puis mettre ces gens-là ensemble pour que ça aille de l'avant, pour créer des beaux exemples aussi, puis que ça devienne visible, puis qu'après ça, ça puisse s'appliquer à d'autres moutures. All right, merci beaucoup.